La première chose que j'ai vue, c'était le reflet des gyrophares dans mon rétroviseur. La deuxième chose, c'était le canon d'un fusil pointé sur mon pare-brise. Main en l'air, maintenant. Je me suis figé, les deux paumes levées au-dessus du volant, les doigts écartés comme si je pouvais prouver mon innocence par la simple exposition de ma peau. La circulation a ralenti autour de moi. Un monospace est passé au ralenti. Le téléphone de quelqu'un était déjà braqué sur moi, filmant à travers une vitre fissurée. J'ai gardé une respiration superficielle et régulière. La panique pousse les gens à attraper des objets. La panique incite les officiers à crisper leurs doigts sur la détente. La panique transforme les malentendus en tragédie. Alors, je n'ai pas paniqué. J'ai fixé l'horizon et attendu les instructions. Conductrice, coupez le moteur. J'ai bougé lentement, utilisant deux doigts pour tourner la clé. Le moteur s'est éteint avec un léger soubresaut. Mon cœur, lui, ne s'est pas arrêté. Jetez les clés par la fenêtre. Je vais le faire, dis-je assez fort pour être entendu, mais assez calmement pour être crédible. J'ai pincé le trousseau entre mon pouce et mon index, baissé la vitre centimètre par centimètre et laissé tomber les clés sur l'asphalte. Sortez, tournez-vous. Gardez vos mains là où je peux les voir. La voix était proche maintenant, dure, chargée d'adrénaline. J'ai ouvert la porte de la main gauche, sortant exactement comme on me l'avait appris dans tous les briefings de sécurité que j'avais regardés, lentement, de manière prévisible, obéissante. Mes baskets ont touché la bande d'arrêt d'urgence. Une sirène hurlait quelque part plus loin derrière, puis s'est coupée à son approche. L'air sentait la plaquette de frein chaude et la poussière. Reculé vers ma voie. Je me suis exécuté. Mon pouls battait dans mes oreilles, mais mon visage restait impassible. Je gardais les yeux fixés sur l'horizon, comme si j'essayais de n'offenser personne d'un simple regard. Et j'ai entendu des bottes se déplacer. Une radio a grésillé. Un autre officier a crié quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Puis la voix derrière moi a changé. Elle est devenue plus spécifique. Elle a prononcé mon nom. Noémie est là ? Oui, ai-je répondu. Un temps de silence, comme s'il confirmait que le son de ma voix correspondait à la photo sur leur écran. Vous êtes placé en détention, dit l'officier. Ce véhicule a été signalé volé. Dossier actif. Avis de suspect armé. Mon estomac a chuté si brutalement que j'ai eu l'impression que mon corps avait oublié où il se trouvait. Suspect armé. Mes mains étaient toujours en l'air. Mes poignets me faisaient déjà mal. Je ne suis pas armé, dis-je prudemment. Gardez les mains en l'air, aboya Théil. Ne vous retournez pas. Je ne l'ai pas fait, mais mon esprit allait plus vite que mon corps ne le pourrait jamais. C'était ma voiture, immatriculée à mon nom, assurée à mon nom, crédit remboursé l'année dernière. J'avais le certificat de cession dans mon classeur à la maison. Alors, pourquoi apparaîtrait-elle comme volée ? Et puis la véritable raison m'a frappé comme une gifle glacée. Aujourd'hui, c'était l'audience de succession de grand-père, à 8h30 précise, au tribunal judiciaire du centre-ville. La seule date que je ne pouvais pas manquer parce que j'étais nommé exécuteur testamentaire dans son testament. La seule audience autour de laquelle ma sœur tournait comme un requin depuis le jour de la mort de grand-père. Si j'étais menotté sur le bord de la route, je ne serais pas au tribunal. Et il n'y avait qu'une seule personne qui jouerait avec ma vie pour gagner quelques heures. Ma sœur, Céline. Céline ne voulait pas seulement l'héritage. Elle voulait le contrôle de l'histoire. Elle voulait que je paraisse dangereuse sur le papier. Elle voulait que le tribunal entende, détenu, et, avis de dangerosité, pour décider tranquillement que j'étais instable. J'ai dégluti une fois et gardé ma voix stable. Officier, dis-je, j'ai besoin que vous vérifiez qui a déposé le signalement et l'heure à laquelle il a été déposé. L'officier derrière moi n'a pas répondu immédiatement. Une radio a crachoté près de mon épaule. J'ai entendu le tapotement faible de touches. Quelqu'un tapait dans un système, ressortant l'appel, l'entrée, les détails. Un autre officier s'est approché. Je pouvais sentir sa présence comme une chaleur. Sa voix a baissé légèrement, toujours contrôlée, mais moins tranchante. « Pourquoi demandez-vous cela ?» dit-il. « Parce que je sais qui a fait ça, » répondis-je. « Et parce que je suis attendu à la chambre des successions ce matin. »
Une petite pause. Succession, répéta-t-il, comme si le mot n'avait pas sa place sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute avec des fusils sortis. Je peux prouver la propriété, ajoutai-je. La carte grise est dans la boîte à gants. La carte verte d'assurance est dans mon application. Mon permis correspond à la carte grise. Ce n'est pas un véhicule volé. L'officier n'a pas argumenté. Il ne s'est pas excusé. Il a fait ce que font les officiers compétents quand quelque chose semble clocher. Il a vérifié. Centrale, dit-il dans sa radio. Confirmer l'identité du signalant et l'heure d'enregistrement sur l'entrée du véhicule volé. De la friture. Puis la voix d'une régulatrice. Féminine. Claire. En attente. La seconde s'est étirée de la pire des manières. Assez lentement pour sentir chaque battement de cœur. Assez vite pour savoir que toute ma matinée était en train de se vider de son sang. Derrière moi, quelqu'un a murmuré, « Elle est calme ». Ce n'était pas un compliment. C'était de la suspicion. J'ai gardé mes mains en l'air et ma voix neutre. Je suis calme parce que je veux que tout le monde rentre chez soi, dis-je doucement. S'il vous plaît, vérifiez le rapport. Finalement, la régulatrice est revenue. La partie signalante est Céline Hélard, dit-elle. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas réagi. Puis la régulatrice a ajouté la partie qui a donné l'impression que la route basculait sous mes pieds. Le signalement a été déposé à 6h51. 6h51, il y a moins d'une heure. J'étais sur la route à 6h51. J'étais dans mon allée à 6h45, mettant mon café dans un mug de voyage, vérifiant l'adresse du tribunal, envoyant un SMS à mon avocat pour dire que j'étais en route. Céline l'avait déposé alors que je passais la porte. L'officier derrière moi est devenu silencieux. Je l'ai entendu changer de posture. La tonalité de l'air a changé. Pas plus douce, pas plus sûre, mais différente. Comme si l'histoire dans sa tête venait d'être réécrite. Il a parlé à nouveau et sa voix était plus basse, plus tendue. « Madame, dit-il, votre sœur vient de signaler ce véhicule volé ce matin. Et elle vous a signalé comme suspect armé. » J'ai dégluti une fois, gardant ma voix prudente. « Pouvez-vous voir ce qu'elle a prétendu ?» demandai-je. « Ce qu'elle vous a dit pour vous faire sortir les armes ?» Il y eut une autre pause, et dans le faible bruit du défilement d'écran, l'officier expira brusquement par le nez comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'aimait pas. « Madame, dit-il, et sa voix avait encore changé. Moins de commandements, plus d'avertissements. Elle n'a pas juste dit qu'il était volé. Elle a ajouté une note disant que vous aviez menacé la famille et que vous pourriez vous diriger vers le tribunal. » Ma gorge se serra car cela signifiait que Céline ne voulait pas que je sois arrêté n'importe où. Elle voulait que je sois stoppé avant la succession et elle voulait qu'il soit consigné que j'étais une menace. La radio de l'officier a bipé à nouveau. La voix d'un superviseur a coupé, ferme. Maintenez. Ne pas me noter sauf nécessité. Vérifiez le numéro VIN et la carte grise sur place. L'officier près de moi a fait un pas de plus. Avez-vous votre permis ? Demanda-t-il. Oui, dis-je. Il est dans la poche de ma veste. Je peux vous dire exactement où il est. Il a hoché la tête lentement, deux doigts levés. J'ai bougé comme on bouge quand sa vie dépend de sa prévisibilité. J'ai sorti mon permis, l'ai tenu en l'air et ai attendu qu'il le prenne. Il l'a vérifié, puis a jeté un coup d'œil vers ma voiture. Carte grise dans la boîte à gants ? Demanda-t-il. Oui, répondis-je. Et je peux déverrouiller la voiture à distance depuis mon téléphone si vous en avez besoin. Il m'a fixé un instant. Pas hostile, pas amical. Réfléchi. Puis il a dit quelque chose qui a glacé mon estomac à nouveau. Madame, dit-il calmement. Si votre sœur a déposé un faux signalement avec un avis de dangerosité, c'est grave et cela signifie qu'elle est prête à l'escalade. J'ai gardé les yeux vers l'avant. Je sais. Il a regardé vers sa voiture de patrouille, puis de nouveau vers son écran. Et dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé quelque chose de pire que d'être arrêté sous la menace d'une arme. Céline n'avait pas juste essayé de me retarder. Si elle avait essayé de créer un casier judiciaire qui pourrait me suivre au tribunal, et si elle avait déjà appelé la police à 6h51, qu'avait-elle déposé d'autre avant 8h30 ?
Ils ont vérifié le numéro de série, VIN, en premier. Un officier s'est approché de ma voiture, la main toujours près de son étui, s'est penché et a lu le numéro à travers le pare-brise. Un autre l'a transmis par radio. La régulatrice a confirmé ce que je savais déjà. Le VIN correspond à l'immatriculation au nom de Noémie Hélard. Aucun antécédent de vol avant aujourd'hui. Les fusils se sont abaissés. Pas complètement, juste assez pour me dire que le danger immédiat s'était déplacé. L'officier tenant mon permis me regardait différemment maintenant, comme si j'étais passé de suspect armé à personne instrumentalisée. « Mademoiselle Hélard, dit-il, consentez-vous à ce que nous fouillions le véhicule pour des armes ?» « Non, répondis-je calmement. Mais je vais vous montrer mon application d'assurance et la carte grise. » Il a étudié mon visage, puis a hoché la tête. Juste. Il a marché avec moi vers le côté passager. J'ai gardé mes mains visibles alors que j'ouvrais mon téléphone et affichais ma carte verte. Je lui ai indiqué l'emplacement exact de la carte grise et il a ouvert la boîte à gants lui-même pendant qu'un autre officier surveillait mes mains comme si elles étaient la seule chose qui comptait. Carte grise, mon nom. Adresse, mon nom. Plaque, mon nom. L'officier a expiré une fois. Sec. D'accord. Un superviseur est arrivé. Un brigadier-chef, plus âgé, plus calme. Il a jeté un coup d'œil à l'écran dans la voiture de patrouille, puis à moi, et ensuite aux détails de la partie signalante. « Vous avez dit que votre sœur a fait ça à cause d'une audience de succession, dit-il. »« Oui, répondis-je. L'audience de succession de mon grand-père est ce matin, à 8h30. Elle veut que je sois en garde à vue, ou au moins retardé. » Le brigadier-chef a fixé la note du rapport à nouveau. « Elle vous a signalé comme armée, dit-il, presque pour lui-même, et a prétendu que vous aviez menacé la famille. » J'ai gardé ma voix stable. « Pouvez-vous me montrer l'allégation exacte ?» Il ne m'a pas montré l'écran, mais il l'a lu. La partie signalante déclare, dit-il, véhicule volé par la sœur après une dispute familiale. Le suspect pourrait être armé. Le suspect se dirige vers le tribunal pour faire un esclandre. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je ne lui ai pas donné d'air. Je veux que ceci soit documenté comme faux, dis-je. Et je veux une copie de votre numéro de procès-verbal. Le brigadier-chef a hoché la tête une fois. Vous aurez un numéro d'intervention, dit-il. Puis il a regardé l'officier qui m'avait approché en premier. Retirez le signalement de vol maintenant. L'officier a hésité. On ne peut pas juste le retirer, chef. C'est un vol actif. Le regard du brigadier-chef s'est durci. C'est un faux signalement. Nous l'annulons en attente de vérification avec le propriétaire enregistré, qui se tient juste ici. L'officier a tapé à nouveau, ses doigts bougeant plus vite. Puis le brigadier-chef m'a regardé. Voulez-vous porter plainte ? Je veux aller au tribunal des successions, dis-je. D'abord. Il m'a étudié un instant. Puis il a fait quelque chose qui m'a dit qu'il n'était pas intéressé à laisser cela devenir une histoire de commérages familiaux. Il a rendu la chose procédurale. Nous allons vous escorter, dit-il. Pas parce que vous avez des ennuis, mais parce que si elle a fait ça une fois, elle pourrait recommencer. Je n'ai pas discuté. Merci, dis-je. Il a hoché la tête. Nous documenterons tout. Et mademoiselle Hélard, à quelle heure avez-vous quitté votre maison ? J'ai répondu immédiatement. Vers 6h45. Et quand avez-vous remarqué la police derrière vous pour la première fois ? Demanda-t-il. 6h57, dis-je. J'ai vu les lumières, puis l'arrêt. Il a hoché la tête à nouveau, prenant des notes. D'accord, dit-il. Ça nous donne une chronologie claire. Une chronologie claire. C'était la différence entre l'histoire de Céline et la mienne. Elle vendait une émotion. J'apportais des horodatage. Pendant qu'il finissait la paperasse, j'ai vu d'autres conducteurs tendre le cou pour regarder. Quelqu'un est passé lentement avec son téléphone toujours levé, capturant mon visage comme si c'était du contenu. Le brigadier-chef l'a vu aussi. Il s'est avancé sur la voie et a fait signe à la circulation d'avancer comme s'il fermait un spectacle. Puis il s'est penché plus près de moi, la voix basse. « Avez-vous quelque chose par écrit de votre sœur concernant la succession ? » J'ai des SMS, dis-je.
Sauvegardez-les, dit-il. Capture d'écran. N'effacez rien. J'ai hoché la tête, c'était déjà fait. Quand ils ont finalement levé le statut de véhicule volé, l'officier qui m'avait crié dessus en premier est revenu avec mon permis. Son visage était tendu, embarrassé, mais il ne s'est pas excusé de manière sentimentale. Il s'est excusé de la seule manière qui comptait. Madame, dit-il, je suis désolé. Cet avis de dangerosité a rendu l'intervention à haut risque. Je comprends, répondis-je. C'est pour ça qu'elle l'a ajouté. Sa mâchoire s'est serrée. Ouais, dit-il, comme si cela avait un mauvais goût. Ouais. Le brigadier-chef m'a donné une carte d'incident avec un numéro écrit à l'encre épaisse. Tenez, dit-il. C'est votre numéro d'appel. Vous en aurez besoin. Je l'ai pris et l'ai glissé dans mon portefeuille comme une clé. Puis il a regardé ses officiers. 2 voitures, dit-il. On va au tribunal. Je suis remonté dans mon véhicule, les mains toujours stables. Mon café avait refroidi, intact dans le porte-gobelet. Alors que je m'insérais de nouveau sur la route avec une voiture de police derrière moi et une autre devant, mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Céline. T'es où? Pas de ponctuation, pas d'inquiétude. Juste du contrôle. Puis un autre. Si tu te pointes, ça sera pire. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran des deux et je me les suis transférés. L'escorte se déplaçait plus vite que la circulation normale. Les voitures de police n'utilisaient pas leur sirène, mais elles traçaient une voie avec une autorité silencieuse. C'était surréaliste d'être protégé par la même institution que Céline avait essayé d'utiliser comme une arme. À 10 minutes du tribunal, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu par instinct. Les numéros inconnus sont la façon dont les pièges parlent. Mais l'appel est passé directement sur la messagerie vocale et la transcription est apparue. Noémie, c'est Céline. Décroche. C'est ta dernière chance de faire ça par la méthode douce. Mon estomac s'est noué. Elle n'appelait pas pour s'excuser. Elle appelait parce qu'elle s'attendait à me voir menotter. Et si je n'étais pas menotté, elle avait besoin d'un nouveau plan. Nous sommes entrés dans le parking du tribunal avec 7 minutes d'avance. Le brigadier-chef est sorti de sa voiture et s'est approché de ma fenêtre. Mademoiselle est là, dit-il, je vais laisser une unité à proximité. S'il se passe quoi que ce soit dans ce couloir du tribunal, vous le dites immédiatement à un agent de sécurité. Je le ferai, dis-je. J'ai attrapé mon dossier sur le siège passager, le testament de grand-père, les lettres, l'avis de succession, la copie certifiée de l'inventaire de la fiducie que j'avais demandé il y a quelques jours. Tout organisé, tout étiqueté, tout prêt. En sortant, l'air du matin semblait plus vif, plus propre. Les portes du tribunal se dressaient devant moi comme un endroit où les histoires de Céline allaient soit mourir, soit devenir permanentes. J'ai passé la sécurité et suis entré dans le hall principal. C'est là que je l'ai vue. Céline se tenait près des portes de la chambre des successions dans un manteau couleur crème, coiffure parfaite, posture détendue comme si elle attendait mon arrivée pour pouvoir me regarder échouer. Ses yeux ont scanné le hall puis se sont verrouillés sur moi. Et quand elle m'a vu marcher librement, sans menottes, sans officier me tenant les bras, son expression a vacillé. Pas de la colère, du choc. Puis elle s'est reprise instantanément et a souri comme si elle n'avait jamais appelé la police du tout. Noémie, dit-elle, la voix douce. Dieu merci. J'étais si inquiète. Je n'ai pas répondu à sa salutation. J'ai levé mon téléphone et dit calmement. J'ai le numéro de procès-verbal, et j'étais SMS. Son sourire s'est figé. Derrière elle, le greffier a ouvert la porte et a appelé. Succession est l'art. Les parties, s'il vous plaît. Céline s'est penchée plus près, la voix tombant dans un sifflement. Tu te crois maline? Chuchota TL. Mais je n'avais pas besoin que tu sois arrêté. J'avais juste besoin que tu sois en retard. Mon estomac s'est serré. Parce qu'être en retard n'était pas la seule façon de perdre une succession. Céline avait accès à la paperasse aussi. Et alors que je marchais vers les portes de la salle d'audience, j'ai réalisé qu'elle tenait un dossier fin à la main. De nouveaux papiers clippés sur le dessus comme une arme qu'elle gardait pour le juge.
Le dossier de Céline n'était pas épais. Il n'avait pas besoin de l'être. Dans une succession, une page propre peut faire plus de dégâts qu'une boîte entière de souvenirs si elle est tamponnée, déposée et chronométrée correctement. Nous sommes entrés dans la salle d'audience ensemble, et la pièce a immédiatement semblé différente du tribunal civil. Moins de cris, plus de couteaux silencieux. Les gens étaient assis dans leurs plus beaux vêtements avec leurs pires intentions. L'air sentait le vieux bois et le tonneur. À l'avant, un greffier se tenait à côté d'une petite pile de dossiers. L'huissier surveillait les mains de tout le monde comme les officiers de la route surveillaient les miennes, et Céline a pris place à la table des demandeurs comme si elle lui appartenait. Je me suis assise du côté de la défense avec mon dossier ouvert, onglet prêt. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. Le juge Viguier s'est installé derrière le bureau, a jeté un coup d'œil au rôle, et a dit « Succession de Walter Hellard ». Ce nom a frappé ma poitrine comme il le faisait toujours, doux et douloureux à la fois. « Présence », dit le juge. Un homme en costume gris s'est levé à côté de Céline. Je ne l'avais pas remarqué dans le couloir. « Votre honneur, maître Roche pour Céline Hellard », dit-il doucement. Céline ne m'a pas regardé quand son avocat a parlé. Elle fixait devant elle comme si elle était déjà dans un discours de victoire. Je me suis levé. « Noémie Hellard », dis-je. Je me représente moi-même. Le regard du juge Viguier a basculé vers mon dossier, puis vers celui de Céline, puis est revenu sur moi. « Mademoiselle Hellard », dit-il. Je vois un dépôt d'urgence entrer ce matin. Mon estomac s'est noué. L'avocat de Céline n'a pas attendu d'être invité. « Oui, votre honneur », dit-il, s'avançant avec cette urgence propre que les avocats utilisent quand ils veulent que le tribunal se sente responsable d'une crise. Nous avons déposé une requête en référé pour la nomination temporaire d'un administrateur spécial et pour la révocation de mademoiselle Noémie Hellard en tant qu'exécuteur testamentaire proposé. Le juge Viguier n'a pas réagi émotionnellement. Il a réagi procéduralement. Sur quel motif ? La voix de maître Roche s'est adoucie en une fausse inquiétude. Sécurité, dit-il. Le défunt a exprimé de la peur. Et ce matin, il y a eu un événement actif des forces de l'ordre impliquant mademoiselle Hellard, son véhicule et un avis de dangerosité armée. Nous pensons que les actifs de la succession sont en risque immédiat. J'ai senti la salle d'audience basculer légèrement, pas parce que j'avais peur, mais parce que Céline avait fait exactement ce que je craignais. Elle n'avait pas eu besoin que je sois arrêté pour gagner. Elle avait besoin que le tribunal entende les mots « avis de dangerosité »,« risque de sécurité »,« danger immédiat ». Les yeux de Céline restaient calmes. Sa bouche s'est même courbée vers le bas comme si elle faisait à contre-cœur la chose irresponsable. Le juge Viguier m'a regardé. « Mademoiselle Hellard », dit-il uniformément. « Les forces de l'ordre vous ont-elles détenu ce matin ?»« Non », répondis-je. Roche a coupé instantanément. « Votre honneur, nous avons un numéro de dossier. » Il a tenu une page en l'air. Les yeux du juge Viguier se sont plissés. « Vous avez un numéro de dossier pourquoi ?»« Un signalement de véhicule volé, » dit Roche. « Déposé par ma cliente. Elle a signalé que sa sœur a pris la voiture lors d'une dispute volatile. Les officiers ont initié un arrêt à haut risque. » Le regard du juge Viguier s'est déplacé vers Céline. « Vous avez déposé le signalement. » Céline a hoché la tête avec une tristesse feinte. « J'étais terrifiée, dit-elle. Je ne savais pas ce qu'elle ferait. Je n'ai pas répondu à la performance. J'ai répondu au dossier. Je veux être très clair, dis-je calmement. Ma voiture n'a pas été volée. Elle est immatriculée à mon nom. Ma sœur a déposé un faux signalement à 6h51 pour me retarder afin que je manque cette audience. Les lèvres de Roche se sont courbées légèrement comme s'il était sur le point d'expliquer pourquoi j'étais paranoïaque. Le juge Viguier ne l'a pas regardé. Il m'a regardé. Comment connaissez-vous l'heure ? Parce que le central l'a confirmé sur place, dis-je. Et j'ai le numéro d'intervention et la carte de l'officier. J'ai soulevé la petite carte d'incident que le brigadier-chef m'avait donnée, puis je l'ai placée sur la table pour que l'huissier puisse la récupérer si le juge le voulait. Roche a ri doucement, à peine audible, mais destiné à signaler sa confiance. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, son histoire ne change pas l'évaluation des risques. Le regard du juge Viguier s'est aiguisé. L'évaluation des risques nécessite des faits, maître.
Roche a changé de position. Nous pourrons assigner plus tard. Aujourd'hui, nous avons besoin du contrôle temporaire de la succession pour empêcher tout abus. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas supplié. J'ai ouvert mon dossier et j'ai glissé une page vers l'avant. Une impression de capture d'écran des SMS de Céline. T'es où? Si tu te pointes, ça sera pire. Le juge Viguier l'a fixé. L'expression de Roche a changé légèrement, juste un vacillement, parce qu'il reconnaissait un problème d'horodatage quand il envoyait un. Le juge Viguier a levé les yeux. Mademoiselle Hélard, dit-il à Céline, avez-vous envoyé ces messages à votre sœur ce matin? Céline a cligné des yeux rapidement. J'essayais de la joindre. Avant ou après avoir signalé sa voiture volée? Demanda le juge. La bouche de Céline s'est serrée. Roche est intervenu à nouveau. Votre honneur, Ces SMS pourraient être interprétés de nombreuses façons. Le juge Viguier l'a coupé. Pas si les horodatages concordent. Il s'est tourné vers le greffier. Avons-nous l'heure de dépôt de la requête en référé? Le greffier a vérifié le dossier. Déposé à 7h42, votre honneur. Le juge Viguier a hoché la tête lentement, puis a regardé de nouveau Céline. Donc, vous avez déposé un signalement de véhicule volé à 6h51, puis déposé une requête en urgence à 7h42, citant l'arrêt de police résultant? Les yeux de Céline sont restés stables, mais sa gorge a bougé une fois. C'est exact, dit Roche rapidement, essayant de reprendre le contrôle. Parce qu'elle avait peur et les événements justifiaient son inquiétude. Le juge Viguier s'est penché légèrement en avant. Où c'était fabriqué, dit-il, la voix plate. La pièce est devenue silencieuse. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement ajouté. Les officiers ont vérifié le VIN sur place. Le central a confirmé que le véhicule était immatriculé à mon nom. Le signalement de vol a été classé comme faux en attente de vérification parce que je me tenais là en tant que propriétaire enregistré. Le visage de Roche s'est tendu. Avez-vous des documents prouvant cette levée de signalement? Je peux les obtenir, dis-je. Et les officiers m'ont conseillé de préserver les messages de ma sœur. Le juge Viguier a fixé Céline pendant un long moment. Puis il a regardé Roche. Maître, ce que vous demandez est une mesure extraordinaire. Le contrôle temporaire d'une succession basée sur un événement qui semble lié au propre signalement de votre cliente. Roche a maintenu sa posture, mais la fluidité commençait à se fissurer. Votre honneur, même si le rapport du véhicule est contesté, l'intention du défunt est claire. Il ne voulait pas que Noémie contrôle tout. Les yeux de Céline ont basculé vers moi, rapides et tranchants, comme si elle me suppliait de perdre le contrôle. Et je ne l'ai pas fait. Que prétendez-vous exactement au sujet de l'intention de mon grand-père? Demandai-je, toujours calme. Roche a tourné une page dans le dossier de Céline avec une floriture délibérée. Nous avons une déclaration, dit-il. Une note manuscrite. Mon estomac s'est serré. Le sourire de Céline est revenu, petit, satisfait, parce qu'elle savait à quoi cela ressemblait dans un tribunal de succession. Roche a tendu la note à l'huissier, qui l'a tendue au greffier, qui l'a tendue au juge. Le juge Viguier l'a lu en silence. De là où je me tenais, je ne pouvais pas voir les mots, mais je pouvais voir les yeux du juge bouger sur la page. Je pouvais voir où il marquait une pause. Puis il a levé les yeux. Maître, dit-il doucement. Ceci n'est pas daté. Roche n'a pas bronché. Cela a été trouvé parmi les papiers du défunt. Le regard du juge Viguier est resté perçant. Et ce n'est pas signé par des témoins. La voix de Roche est restée douce. C'est corroborant. Et étant donné l'incident de ce matin. J'ai parlé avant qu'il ne puisse finir la phrase. Votre honneur, puis-je soumettre un dossier objectif? Le juge Viguier m'a regardé. Quel dossier? J'ai sorti à nouveau la carte d'incident. Appelez le superviseur de la police nationale qui a géré l'arrêt, dis-je. Demandez si j'ai été arrêté. Demandez si le véhicule était volé. Demandez le journal d'intervention et le numéro de la caméra piéton. Les horodatages correspondront. Roche a expiré par le nez comme si j'étais théâtral. Le juge Viguier n'a pas réagi à Roche. Il a réagi au mot objectif.
Il s'est tourné vers le greffier. Appelez le commissariat maintenant. L'épaule de Céline s'est raidie. Pendant que le greffier composait, Roche a essayé de revenir vers l'émotion. Votre honneur, nous examinons une situation familiale de deuil. J'examine des dépôts de dossiers, répondit le juge Viguier. Le greffier a joint quelqu'un. Mettez-le sur haut-parleur. Une voix masculine a répondu, brève et professionnelle. Superviseur civil du commissariat. Le juge a parlé simplement. Ici le juge Viguier. J'ai une requête en succession d'urgence faisant référence à un arrêt à haut risque impliquant Noémie Hélard ce matin. A-t-elle été arrêtée? Une pause. Puis le superviseur a répondu. Non, votre honneur. Les yeux du juge Viguier sont restés sur Céline. Le véhicule était-il volé? Une autre pause. Non, votre honneur. Véhicule immatriculé au nom de mademoiselle Hélard. L'entrée a été classée comme faux signalement en attente d'examen. Le visage de Céline s'est tendu comme si elle avait été giflée sans main. Roche a essayé de parler. Le juge Viguier a levé un doigt. Un avis de suspect armé était-il approprié? Demanda le juge. Le ton du superviseur s'est légèrement aiguisé. C'était basé sur les déclarations de la partie signalante. Oui, votre honneur. Et la partie signalante était? Dit le juge Viguier. Céline Hélard, répondit le superviseur. La salle d'audience n'a pas éclaté. Elle est juste devenue froide. Le juge Viguier a mis fin à l'appel avec un simple merci, puis a regardé Roche. Maître, dit-il uniformément, vous me demandez de révoquer un exécuteur testamentaire proposé sur la base d'un incident que votre cliente a initié avec un rapport maintenant confirmé comme faux. La bouche de Roche s'est ouverte, puis fermée. Il recalculait en temps réel. Le juge Viguier a continué. Je rejette la requête en référé. Je ne nomme pas d'administrateur spécial aujourd'hui, et j'ordonne que tout dépôt futur de cette nature inclut des preuves indépendantes vérifiées sous peine de sanction. Les yeux de Céline ont brillé, puis se sont adoucis à nouveau alors qu'elle essayait de sauver son image. Votre honneur, je voulais seulement protéger l'héritage de mon grand-père. Le regard du juge Viguier l'a transpercé. L'héritage de votre grand-père est la préoccupation de ce tribunal, pas vos tactiques. Puis il m'a regardé. Mademoiselle Hélard, dit-il. Avez-vous le testament original pour soumission? Oui, répondis-je en glissant l'enveloppe vers l'avant. Procédez, dit-il. Pour la première fois depuis que les fusils étaient pointés sur mon pare-brise, j'ai senti la direction de la journée revenir entre mes mains. Le greffier a commencé le processus formel, ouvrant l'enveloppe, vérifiant les signatures, notant la date. Céline était assise raide à côté de son avocat, regardant comme si elle attendait une seconde chance de frapper. Et puis, juste au moment où le greffier tournait la page suivante, l'huissier s'est approché du banc et a chuchoté quelque chose au juge Viguier. Les yeux du juge se sont plissés. Il a regardé son écran. Puis de nouveau la salle. Attendez, dit-il, la voix soudainement plus tranchante. Nous avons un nouveau dépôt. La tête de Céline s'est relevée brusquement. Le juge Viguier a fixé le rôle pendant un long moment, puis a dit « Et il semble que votre sœur vient de soumettre une demande d'ordonnance de protection d'urgence contre vous en utilisant les mêmes allégations que ce matin. » Le juge n'a pas répété le murmure de l'huissier. Il n'en avait pas besoin. Le juge Viguier a levé les yeux de l'écran et a regardé droit vers Céline comme s'il voyait la forme de sa stratégie pour la première fois. « Mademoiselle Hélard, dit-il uniformément. Venez-vous de déposer une demande d'ordonnance de protection d'urgence contre votre sœur alors que vous étiez assise dans ma salle d'audience? » La bouche de Céline s'est ouverte, puis fermée. Son avocat a bougé comme s'il voulait se lever et la protéger avec des mots. Le juge Viguier a levé un doigt. Calme, absolu. Je ne demande pas à votre conseil, dit-il. Je vous le demande à vous. Le visage de Céline s'est réorganisé en inquiétude. Votre honneur. J'ai peur, dit-elle doucement. Après ce qui s'est passé ce matin. Ce qui s'est passé ce matin, l'interrompit le juge, a déjà été confirmé au dossier comme un faux signalement de véhicule volé déposé par vous. Les yeux de Céline ont brillé, puis se sont adoucis à nouveau. Je ne savais pas que c'était faux, insista-t-elle. Je pensais qu'elle l'avait prise après avoir menacé.
Le regard du juge Viguier s'est aiguisé. Vous pensiez, répéta-t-il. Alors vous l'avez signalé comme armé. Céline n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas répondre sans admettre l'intention. Roche s'est finalement levé, la voix polie mais urgente. Votre honneur, la demande d'ordonnance de protection est dans une division différente. Elle n'est pas devant ce tribunal. La bouche du juge Viguier n'a pas changé, mais son ton si. Vous savez qu'elle est devant ce tribunal, dit-il, parce qu'elle a été déposée comme une tactique pour influencer cette procédure. Roche a dégluti et a changé de position. Votre honneur, nous pouvons aborder cela séparément. Nous l'abordons maintenant, a dit le juge Viguier. Il a regardé le greffier. Imprimez la fiche de dépôt, la déclaration, le reçu d'horodatage et les métadonnées du dépôt électronique. Les épaules de Céline se sont tendues. Ce mot, métadonnées, a été le moment où elle a réalisé que ce ne serait pas une conversation sur les sentiments. Le greffier a bougé rapidement, l'imprimante crachant du papier par courte rafale. La salle d'audience attendait dans un silence lourd d'observation. Je n'ai pas regardé Céline. J'ai regardé le banc. J'ai gardé ma main immobile. La seule chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon dossier à un onglet propre étiqueté, arrêt de police, et de glisser la capture d'écran de la transcription de la messagerie vocale de Céline sur le dessus. Et quand le greffier a remis le paquet à l'huissier et que l'huissier l'a remis au juge, le juge Viguier a scanné la première page. Puis il a fait une pause. Puis il a levé les yeux lentement et ses yeux se sont posés sur Céline à nouveau. Déposé à 8h37, lut-il à haute voix, la voix plate. Pendant que vous étiez présente dans cette salle d'audience. Céline a cligné des yeux rapidement. Mon avocat l'a déposé, dit-elle. La tête de Roche a claqué légèrement comme s'il n'avait pas accepté ce mensonge. Le juge Viguier n'a pas réagi au transfert de blâme. Il a tourné la page. Cette déclaration est signée par Céline Hélard, dit-il. Sous peine de parjure. Le visage de Céline a pâli d'un ton. Le juge Viguier a lu une ligne silencieusement, puis une autre, puis s'est arrêté sur la partie qui comptait. Il m'a regardé. Mademoiselle Noémie Hélard, dit-il. Cette déclaration sous serment stipule que vous avez brandi une arme à feu et menacé de tuer votre sœur. La pièce est devenue très calme. Ma gorge s'est serrée, mais ma voix est restée égale. C'est faux, dis-je. Le juge Viguier s'est retourné vers Céline. Mademoiselle Hélard, dit-il doucement. Vous venez de soumettre une déclaration sous serment accusant votre sœur d'une menace criminelle. Les yeux de Céline se sont écarquillés dans une performance de peur. Parce que je crois qu'elle en est capable. Non, dit le juge. Parce que vous voulez un moyen de pression. Roche s'est avancé rapidement. Votre honneur, c'est très émotionnel. Ma cliente a peur et agit par prudence. Le juge Viguier l'a coupé sans élever la voix. Maître, la prudence n'autorise pas le parjure. Il a tapoté la page à nouveau. Et ce dépôt fait référence à l'avis de suspect armé comme soutien. Un avis que votre cliente a fait entrer. Les lèvres de Céline se sont entr'ouvertes. Elle avait l'air de vouloir pleurer, mais ses yeux étaient secs. Le juge Viguier s'est tourné vers l'huissier. Apportez la requête d'urgence de mademoiselle Hélard de ce matin, dit-il. Celle que j'ai rejetée. L'huissier l'a récupérée. Le juge a comparé le langage, les yeux bougeant entre deux documents comme s'il comparait des empreintes digitales. Puis il a prononcé une phrase qui a rendu l'air plus froid. Ce sont les mêmes allégations répétées dans une salle d'audience différente, dit-il. C'est un schéma récurrent. La voix de Roche s'est aiguisée. Votre honneur, avec tout le respect. Avec tout le respect, dit le juge Viguier, j'ai le devoir de protéger l'intégrité de ce tribunal. Il a regardé en bas à nouveau, puis a pointé le bas du dépôt de l'ordonnance de protection. Et c'est là que vous avez fait votre deuxième erreur, dit-il. La tête de Céline s'est inclinée légèrement, confuse. Le juge Viguier a regardé le greffier. Lisez la source de soumission. Le greffier a hésité, puis a lu le résumé des métadonnées du dépôt électronique. L'IP de soumission correspond au Wi-Fi public du tribunal. Type d'appareil, mobile. Céline s'est figée parce que cela signifiait qu'elle n'avait pas déposé cela de chez elle en panique. Elle l'avait déposé depuis l'intérieur du bâtiment tout en prétendant qu'elle avait peur d'être près de moi.
Les yeux du juge Viguier sont restés verrouillés sur elle. Donc vous aviez peur, dit-il, mais vous êtes resté assez proche pour déposer ceci depuis le réseau du tribunal. La voix de Céline est sortie mince. Mes mains tremblaient, votre honneur. Le juge Viguier n'a pas cligné des yeux. Vos mains, dit-il, étaient assez stables pour écrire une déclaration sous serment accusant votre sœur de brandir une arme à feu. Il a tourné son regard vers moi. Mademoiselle est là, dit-il. Possédez-vous une arme à feu? Non, répondis-je. Et si le tribunal le souhaite, je peux fournir une déclaration sous serment et une vérification. Le juge Viguier a hoché la tête une fois, puis a fait un léger geste vers mon dossier. Qu'avez-vous? J'ai glissé la transcription de la messagerie vocale vers l'avant et les captures d'écran des SMS matinaux de Céline. Votre honneur, dis-je calmement. C'est elle demandant où je suis juste après avoir déposé le faux signalement. Et ce message vocal est-elle disant que c'était ma dernière chance de le faire par la manière douce. Elle s'attendait à ce que je n'arrive pas. Le juge Viguier a lu sans expression. Puis il a levé les yeux vers Céline à nouveau. Mademoiselle est là, dit-il. Pourquoi demandiez-vous où elle était si vous aviez peur qu'elle vienne vous faire du mal? Les lèvres de Céline se sont pressées l'une contre l'autre. La mâchoire de Roche s'est serrée. Vous n'avez pas à répondre, dit Roche rapidement. Et je vous conseillerais de ne pas le faire. Le regard du juge Viguier l'a coupé. Maître, je ne vous ai pas demandé à vous. Il s'est retourné vers Céline. Répondez. La voix de Céline est sortie toute petite. Je voulais savoir si elle venait, dit-elle. Le ton du juge Viguier est resté plat. Parce que vous aviez besoin du timing. Les yeux de Céline ont brillé, la colère perçant à travers le costume de la peur pendant une demi-seconde. Puis elle s'est reprise. Vous déformez tout, dit-elle doucement. Le juge Viguier s'est penché en arrière légèrement. Non, dit-il. Vous le répétez. Il a pris son stylo et a pris une note qui a sonné comme une porte qui se ferme. Voici ce qui va se passer, dit-il, la voix claire. Premièrement, le dépôt de l'ordonnance de protection n'est pas devant moi pour jugement, mais je renvoie cette déclaration et son timing à la division appropriée et au calendrier des sanctions du tribunal. Deuxièmement, j'émets une ordonnance interdisant aux deux parties de se harceler ou de contacter l'autre concernant cette succession, sauf par des dépôts formels. Troisièmement, il a regardé Céline comme s'il voulait que les mots suivants atterrissent exactement là où ils devaient être. Je transmets les informations du faux signalement de véhicule volé au bureau du procureur de la République pour examen. Le visage de Céline est devenu pâle. Roche s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Votre honneur. Le juge Viguier a levé une main. Asseyez-vous. Roche s'est assis, la mâchoire serrée. Le juge Viguier s'est tourné vers moi. Mademoiselle Noémie est là, dit-il, nous procédons à la succession. Nous ne laisserons pas des dépôts collatéraux interférer avec l'administration de ce domaine. Il a fait un signe de tête au greffier. Continuez. Le greffier est retourné au testament, a vérifié les signatures à nouveau, et a commencé à lire les nominations. Quand elle a atteint la ligne nommant l'exécuteur testamentaire, alors que la posture de Céline changeait, tendue, prête à interrompre, le greffier l'a dit clairement. Noémie Hélard est nommée comme exécuteur testamentaire. L'avocat de Céline a commencé à se lever. Le juge Viguier a levé les yeux. Ne le faites pas, dit-il. Roche s'est rassis, le visage tendu. Le juge Viguier m'a regardé. Mademoiselle Hélard, dit-il, je suis prêt à délivrer le mandat d'administration aujourd'hui, sous réserve de la clause de renonciation au cautionnement et de votre serment. Mes poumons se sont desserrés d'une fraction. La voix de Céline a éclaté quand même, tranchante. Il n'aurait pas voulu d'elle, claqua-t-elle. Il me l'a dit. Les yeux du juge Viguier se sont durcis. Votre grand-père l'a dit au testament, dit-il, et le testament n'est pas impressionné par votre humeur. Le visage de Céline a rougi et elle s'est penchée vers Roche, chuchotant urgemment. Le juge l'a regardé, puis a baissé les yeux sur le testament à nouveau. Puis ses yeux se sont arrêtés sur une section plus bas sur la page, et il a fait une pause. Il a lu silencieusement, et son expression a changé d'une manière qui a serré mon estomac à nouveau. Pas de la peur, mais de la reconnaissance. Il a levé les yeux et a dit calmement. Avant de délivrer le mandat,
je vais lire une clause au dossier parce qu'il semble que le défunt avait anticipé exactement ce genre de conduite. Céline est devenue très immobile. Le visage de Roche s'est tendu, et le juge Viguier a tourné la page, ses doigts se posant sur un paragraphe qui semblait avoir été utilisé auparavant. Le juge Viguier n'a pas lu la clause comme une révélation dramatique. Il l'a lu comme une étiquette d'avertissement sur quelque chose de dangereux. Le défunt a inclus ce qui est communément appelé une clause de non-contestation, clause pénale, dit-il d'une voix égale. Je vais lire la partie pertinente au dossier parce qu'elle concerne directement les dépôts d'aujourd'hui. Les mains de Céline se sont crispées sur le bord de la table. La posture de son avocat s'est raidie. Le juge Viguier a continué. Si un bénéficiaire, directement ou indirectement, initie ou encourage toute action destinée à retarder les procédures de succession, harceler l'exécuteur testamentaire nommé, ou interférer avec l'administration ordonnée de ma succession par de fausses allégations, l'abus des forces de l'ordre, ou des dépôts faits de mauvaise foi, ce bénéficiaire sera considéré comme ayant contesté ce testament. La salle d'audience est restée silencieuse. Les mots étaient propres, délibérés et terrifiants pour quelqu'un comme Céline. Le juge Viguier a tourné la page légèrement, les yeux scannant, puis a lu la ligne suivante. Dans un tel cas, la part de ce bénéficiaire sera réduite à 1 euro. Le visage de Céline s'est vidé de sa couleur si rapidement que cela semblait irréel. Roche s'est levé, la voix soudainement urgente. Votre honneur, les clauses de non-contestation sont sujettes à interprétation. Le juge Viguier ne l'a pas regardé. Assis. Roche s'est assis, mâchoire serrée. Le juge Viguier a regardé Céline. Mademoiselle est là, dit-il. Vous avez initié un faux signalement de véhicule volé à 6h51 qui a abouti à un arrêt à haut risque. Vous avez déposé une requête en urgence à 7h42 tentant de révoquer l'exécuteur testamentaire nommé sur la base de cet événement fabriqué. Vous avez ensuite déposé une demande d'ordonnance de protection à 8h37 depuis le Wi-Fi du tribunal contenant des allégations criminelles sous peine de parjure. Contestez-vous ces eurodatages ? La bouche de Céline s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Le juge Viguier a attendu un instant de plus que la miséricorde ne l'exigeait. Puis il a tourné son regard vers le greffier. Procédez avec le mandat, dit-il. Le greffier s'est levé. Mademoiselle Noémie Hélard. Veuillez lever votre main droite. Je l'ai fait. Jurez-vous solennellement d'accomplir fidèlement les devoirs d'exécuteur testamentaire de la succession de Walter Hélard conformément à la loi ? Je le jure, dis-je. Le juge a signé avec un stylo qui grattait doucement sur le papier. Pas de coup de marteau, pas de théâtre, juste de l'encre se transformant en autorité. Mandat délivré, dit le greffier. Céline a fait un bruit comme une inspiration brutale. Ce n'est pas juste, chuchota-t-elle. Le juge Viguier n'a pas réagi à la justice. Il a réagi à la conduite. Mademoiselle est là, dit-il. Votre conseil peut vous informer sur les conséquences d'une clause de non-contestation. Je vous suggère d'écouter. Roche s'est penché vers Céline, chuchotant rapidement. Céline fixait devant elle comme si son esprit essayait de se frayer un chemin vers une histoire où elle gagnait encore. Le juge Viguier a regardé l'huissier. Fournissez les informations d'incident de la police au greffier, dit-il. Je veux qu'elle soit jointe au dossier d'aujourd'hui. L'huissier a hoché la tête. Puis le juge m'a regardé. Mademoiselle Hélard, dit-il, en tant qu'exécuteur testamentaire, vous avez l'autorité de sécuriser les actifs de la succession. Vous le ferez calmement et correctement. Ne vous engagez pas dans des batailles parallèles. Laissez le dossier s'en charger. Oui, votre honneur, répondis-je. Céline a finalement retrouvé sa voix. Il ne pensait pas cette clause, claqua-t-elle, la colère perçant à travers la panique. Il ne me ferait pas ça. Les yeux du juge Viguier se sont plissés légèrement. Il l'a fait, dit-il. Sur papier, avec sa signature. Céline s'est levée brusquement, la chaise raclant le sol. Tu me voles, siffla-t-elle vers moi. Je ne l'ai pas regardée comme si elle était ma sœur. Je l'ai regardée comme si elle était une ligne comptable. Tes tactiques te volent toi-même, dis-je doucement. Roche a attrapé la manche de Céline, essayant de la tirer vers le bas. Assieds-toi, chuchota-t-il sèchement. Elle ne l'a pas fait. L'huissier s'est approché, la main près de sa ceinture. Pas menaçant,
juste présent. La gorge de Céline a travaillé. Ses yeux ont parcouru la salle d'audience, cherchant quelqu'un pour la sauver des conséquences. Personne ne l'a fait. La voix du juge Viguier est devenue plus froide. Mademoiselle Hélard, vous allez vous conduire de manière appropriée dans ma salle d'audience. La voix de Céline s'est brisée, mais pas de tristesse, de rage. Elle va me verrouiller l'accès à tout, dit-elle. Ça, répondit le juge, c'est ce que font les exécuteurs testamentaires quand la succession est à risque. Il s'est tourné légèrement vers le greffier. Fixez une audience de révision dans 30 jours, dit-il. Et notez que tout dépôt futur par mademoiselle Céline Hélard lié à la révocation ou au harcèlement sera examiné sous le coup de sanction. Puis il a ajouté, calme et définitif. L'audience est levée. La session s'est terminée avec des bruits de papier et des murmures calmes. Céline se tenait rigide alors que les gens sortaient. Roche lui parlait en phrases rapides et basses. Elle n'écoutait pas. Je suis sorti dans le couloir avec le mandat d'administration glissé dans mon dossier comme une porte scellée. Céline m'a suivi rapidement. Noémie, sifflatait-elle, s'approchant trop près. Donne-moi ma part. On peut arranger ça. Je n'ai pas arrêté de marcher. On ne peut pas arranger un horodatage, dis-je. Elle a attrapé ma manche. Le contact était léger, mais l'intention derrière ne l'était pas. Un agent de sécurité du tribunal était déjà là, l'un de ceux assignés à la sécurité des successions. Il s'est interposé immédiatement. Madame, dit-il à Céline, reculez. Le visage de Céline s'est tordu. C'est ma sœur. Le regard de l'agent est resté plat. Et elle vous demande de reculer. Céline n'a pas bougé. Pourquoi, alors J'ai fait la chose que j'avais appris à faire quand quelqu'un essaie de transformer la proximité en pouvoir. Je l'ai transformée en procédure. Agent, dis-je calmement. Elle a déposé une demande d'ordonnance de protection contre moi ce matin, m'accusant de violence. Je veux qu'il soit noté qu'elle s'approche physiquement de moi dans le couloir. Céline s'est figée. Les yeux de l'agent se sont aiguisés. Madame, dit-il à nouveau, plus fermement. Reculez. Céline a reculé cette fois. Je ne l'ai pas regardée. Je ne lui ai pas dit ce qu'elle méritait. J'ai marché droit vers le bureau du greffier et j'ai demandé des copies certifiées du mandat et de la page de la clause de non-contestation. Le tampon est tombé. Clac. Certifié. Puis je suis sorti à l'extérieur dans une lumière du soleil qui semblait presque offensante après l'air de cette salle d'audience. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Céline. Je ne le pensais pas comme ça. Une autre vibration. Efface le truc de la police. On peut parler. J'ai eu une autre vibration. Si tu prends ma part, je te ruinerai. J'ai fait une capture d'écran des trois et les ai sauvegardés dans le même dossier que le numéro d'incident de la police parce que Céline ne comprenait toujours pas la règle du monde qu'elle avait essayé d'utiliser comme une arme. Chaque message devient un enregistrement quand vous faites de l'état une partie de votre mensonge. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait exactement ce que le juge m'avait dit de faire, calmement et correctement. J'ai sécurisé les comptes de grand-père avec le mandat. J'ai notifié la banque et le courtier. J'ai changé les adresses postales pour une boîte postale verrouillée. J'ai ordonné un gel de crédit parce que Céline avait déjà prouvé qu'elle était à l'aise avec la fraude. Puis j'ai fait la partie qui semblait la plus surréaliste. Je suis allé au guichet des archives du commissariat et j'ai demandé le journal d'intervention et les numéros de référence des caméras piétons de l'arrêt. Le greffier a imprimé un reçu et me l'a glissé. Voulez-vous déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse ? Demanda-t-il. Oui, dis-je. Et je veux que la note sur l'avis de dangerosité soit préservée. Il a hoché la tête une fois comme s'il avait déjà vu ce schéma. D'accord, on va noter ça. Je ne me sentais pas triomphante en sortant. Je me sentais fatigué, mais c'était une fatigue propre, le genre que l'on ressent quand on cesse d'être chassé pour commencer à être protégé par le papier. 2 semaines plus tard, l'avocat de Céline a envoyé un email au mien parce qu'elle n'avait plus le droit de simplement parler. L'email était court et soigneusement formulé. Il voulait résoudre le conflit familial et éviter l'escalade. Ce qu'il voulait dire, c'était que Céline avait enfin lu la clause et réalisé qu'elle avait mis son héritage en jeu. Je n'ai pas négocié dans l'émotion. J'ai répondu avec structure.
mon avocat a demandé 3 choses, une rétractation écrite de l'allégation de vol de véhicule, un accord écrit pour cesser le harcèlement et les dépôts, et une stipulation reconnaissant que j'étais l'exécuteur testamentaire et que j'administrerais la succession sans interférence. Céline a signé parce qu'à la fin, elle ne me craignait pas. Elle craignait le dossier qu'elle avait créé. Un mois plus tard, la succession n'était pas terminée, mais elle était stabilisée. L'administration de la succession avançait avec moins de surprise parce que chaque institution que je contactais avait désormais une instruction au dossier, communiquée uniquement par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire et documentait chaque tentative de contournement. Céline a arrêté de jouer avec les rapports de police et les dépôts d'urgence parce qu'elle a appris quelque chose qu'elle n'avait jamais respecté auparavant, quand vous mentez au système, les systèmes ne vous pardonnent pas. Ils vous archivent. Et au moment où j'ai arrêté de répondre comme une sœur et commencé à répondre comme une archiviste, tout le chaos a perdu son oxygène. Si quelqu'un dans votre famille essayait d'utiliser la police comme une arme pour bloquer votre héritage, porteriez-vous plainte ou feriez-vous ce que j'ai fait et laisseriez-vous les tribunaux, les clauses et les horodatage faire la punition? Dites-le moi dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.